Donc, pour cette deuxième thématique, on va procéder de la même manière. C'est une vidéo qui va passer, et puis ensuite, je vais commenter cette vidéo-là. On sera vraiment succinct, on va aborder les grandes lignes. On va essayer d'opposer l'analyse financière d'une banque et celle d'une entreprise classique, puisque les deux activités sont différentes. Et on sera vraiment, c'est vraiment des grandes lignes qu'on va aborder. On n'ira pas dans les détails, on fera pas de calcul. C'est juste pour poser les concepts de base. Et puis après, sur le terminal, on peut avoir toutes les données qui peuvent aider, avec également l'intelligence artificielle, on dit intégrée, qui peuvent également aider pour analyse financière. Je vais partager mon écran rapidement. Voilà. Top, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant, l'analyse financière corporate. Souvent, on s'imagine tout de suite le nez plongé dans des tableurs interminables à jongler avec des ratios mathématiques obscurs, mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est bien plus captivant. L'idée, c'est de découvrir la véritable réalité économique d'une organisation. Le but, c'est pas d'aligner des chiffres juste pour le plaisir de faire des maths, mais de révéler le vrai visage d'une entreprise, de comprendre comment elle vit, comment elle respire et surtout comment elle génère de la valeur au quotidien. On a cette citation, directement tirée de nos documents de référence, qui résume la chose à la perfection. L'analyse finance citation, directement tirée de nos documents de référence, qui résume la chose à la perfection. L'analyse financière, au fond, c'est raconter une histoire logique. C'est décrypter l'activité réelle, décortiquer le modèle économique, trouver les forces, les faiblesses, et voir si la boîte peut créer de la richesse sur le long terme. Les données financières, c'est juste le vocabulaire qui nous permet de lire cette histoire. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec notre plan de route. 6 étapes au programme aujourd'hui. On va voir les objectifs, les documents comptables, l'analyse des marges, les investissements, le financement et pour finir, la rentabilité. Étape numéro 1, on dézoome et on fixe les objectifs, évaluer la rentabilité, la solidité et la création de valeur. Ce qui nous amène à la section 2, les documents comptables clés. C'est littéralement la boîte à outils indispensable de toute notre analyse. Alors, ici, on retrouve ce qu'on pourrait appeler le grand trio comptable. Et c'est important de bien séparer leurs rôles. D'abord, on a le compte de résultat. Ça, c'est le film de l'année. Il retrace la performance, comment on génère les revenus, les charges, pour voir si on fait un bénéfice ou une perte. Ensuite, le bilan comptable. Contrairement au compte de résultat qui est un film, le bilan, c'est une photo. Une photo prise à un instant T qui montre le patrimoine, ce que la boîte possède face à ce qu'elle doit. Et enfin, la star souvent méconnue, le tableau des flux de trésorerie. Hyper important celui-là, parce qu'il regarde les mouvements d'argent réels. Une entreprise peut faire du profit sur le papier, mais cramer tout son cash en réalité. Bref, ces 3 documents s'emboîtent pour nous donner la vraie image de la santé de l'organisation. Et donc, pour créer de la richesse, D'accord, je fais une petite pause pour faire un petit commentaire. D'accord, donc pour ce qui est de l'analyse financière, l'objectif, c'est pas que les chiffres. C'est pas que les chiffres, effectivement, on va faire des calculs, mais après, c'est de comprendre l'activité réelle de l'entreprise qu'on veut analyser pour ce qui est des entreprises classiques. Donc, comment l'entreprise gagne son argent, qu'est-ce qu'elle fait réellement, qu'est-ce qu'elle propose comme service. Donc, de là, on peut tout de suite voir les éléments d'information qui peuvent nous orienter et nous permettre de prendre différentes décisions. Et pour faire cette analyse, on va se baser sur différents documents. Et justement, les entreprises ont cette obligation-là de rendre public les états financiers. 3 documents au total. On a le bilan comptable, on a le compte de résultats et puis on a également le tableau de flux de trésorerie. Chaque document véhicule une information différente. Pour le compte des résultats, il nous permettra de voir euh, comment l'entreprise a gagné de l'argent. Est-ce qu'elle a pu gagner de l'argent, ses différents charges, ses différents produits, qu'est-ce qu'elle a vendu et le bénéfice qu'elle a ensuite réalisé ou la perte éventuellement. Et pour ce qui est du bilan, c'est le patrimoine que ça va mettre en évidence. Ses immobilisations, son besoin pardon, en fonds de roulement, ainsi de suite. Et pour le tableau de flux de trésorerie, ça va nous retracer comment se cache l'argent circule dans l'entreprise. Parce qu'il peut arriver que l'entreprise réalise certains bénéfices, mais lorsqu'on jette un coup d'œil à son tableau de flux de trésorerie, on voit bien que l'entreprise est en perte. il faut d'abord gagner de l'argent, ce qui nous mène à la section 3, l'analyse des marges, la toute première étape de notre logique économique. Voyons comment tout ça se construit concrètement. Le point de départ, bien sûr, c'est le chiffre d'affaires. Mais attention, juste voir que le chiffre d'affaires grimpe, c'est pas suffisant. Il faut creuser. Est-ce qu'on vend réellement plus de produits, ce qui est top,
Ou est-ce qu'on a juste gonflé nos prix à cause de l'inflation? Ensuite, on descend palier par palier dans ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. C'est fascinant de voir comment les coûts de fonctionnement viennent grignoter le chiffre d'affaires étape par étape pour finalement donner tout en bas le fameux résultat net. Et là, on touche à un concept absolument redoutable, le fameux effet ciseau. En fait, c'est une vraie course contre la montre. À gauche, tout va bien, c'est l'effet ciseau positif. Le chiffre d'affaires court plus vite que les charges, les marges explosent, c'est parfait. Mais le grand danger, il est à droite, c'est l'effet ciseau négatif. Si d'un coup, vos coûts se mettent à gonfler plus vite que vos revenus, bim, la rentabilité est littéralement cisaillée. C'est un combat de tous les jours pour garder cette croissance des revenus toujours devant les dépenses. Bon, l'entreprise a deux. Hmm. D'accord, je vais commenter cette première partie d'analyse des marges qui est très importante. C'est par elle que va débuter notre analyse financière. Donc, l'entreprise, on veut tout de suite comprendre à quel type d'entreprise on a affaire. Est-ce que l'entreprise arrive à vendre plus, c'est-à-dire son chiffre d'affaires est en train de croître, ou est-ce que l'entreprise vend moins, c'est-à-dire son chiffre d'affaires est en train de baisser ou stagne. Et selon le cas, on va faire un zoom pour voir le chiffre d'affaires, l'évolution est un rapport avec soit une baisse des prix de vente ou une augmentation des prix de vente, c'est-à-dire l'inflation, ou encore parce que l'entreprise vend encore plus en quantité, en volume. Donc, ces éléments nous permettent déjà de voir à quel type d'entreprise on a affaire. Donc, selon que l'entreprise est en stagnation, en croissance ou en déclin, bon, l'approche pour l'analyse financière sera un petit peu différente. Et l'autre élément qui est l'effet ciseau, ça permet de voir un peu la divergence qu'il y a entre les charges de l'entreprise et également ce qu'elle génère comme chiffre d'affaires. Donc, si les charges évoluent plus vite que le chiffre d'affaires, les ventes de l'entreprise, la difficulté, c'est que l'entreprise risque de réaliser des pertes parce qu'elle a trop de charges à supporter. L'idéal pour l'entreprise, c'est d'avoir des charges qui évoluent moins vite que ses ventes. Super marge, très bien. Mais comment on maintient tout ça dans le temps? Ça, c'est notre section 4, l'analyse des investissements, pour bâtir et soutenir la croissance. En gros, une entreprise se bat sur deux fronts d'investissement. Le premier, c'est le lourd, le durable, les immobilisations. On parle des usines, des machines, des gros logiciels. Ça nous a faire tourner la boutique au quotidien. Du coup, le point hyper important à capter ici, c'est ce BFR. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une vide financier, un besoin permanent d'argent lié à un simple décalage de temps. Dans presque tous les secteurs, on doit sortir du cash pour payer les fournisseurs ou les salaires bien avant que les clients n'aient payé leurs propres factures. Il faut avancer cet argent en permanence et si on ne maîtrise pas ça à la perfection, on se retrouve très vite à sec. Et ça nous amène naturellement à la... D'accord? Donc, pour ce point sur les investissements, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise, tout d'abord, avant de commencer, elle doit réaliser des investissements en immobilisation. On prend une entreprise de BTP, avant de commencer déjà son activité, elle doit avoir son matériel qu'il faut, son matériel ou ses camions, son matériel de travail. Donc, c'est des instruments, c'est des immobilisations qui vont servir sur le long terme pour l'entreprise. Au préalable, l'entreprise doit réaliser cet investissement. Donc, sans ce matériel, elle ne peut pas réaliser son activité au quotidien. Et au jour le jour, du fait de la vie de l'entreprise, il y aura un décalage entre les clients qui vont mettre un certain temps à payer et également ses fournisseurs qui vont demander à être payés. Et également, l'entreprise doit faire face à ses charges telles que ses salaires et autres. Donc, ce décalage-là va entraîner une immobilisation de cash dans l'entreprise qui est le besoin en fonds de roulement. Donc, ces deux types d'investissements sont des investissements que l'entreprise doit réaliser l'un au préalable, l'autre au fur et à mesure. Et lorsqu'on fait l'analyse des investissements, il y a un élément qui est important au niveau de l'analyse des immobilisations, c'est l'état de l'outil industriel. Donc, si on a une entreprise qui utilise son outil industriel pour travailler, on va prendre l'exemple du Nuax. L'outil industriel, c'est quand même l'essence même de son activité. C'est grâce à cet outil que Uniwas réalise, arrive à confectionner ses différents produits. Donc, si cet outil est vétuste, est vieux, c'est dire que cela peut impacter le chiffre d'affaires, les ventes, la production d'Uniwax. Donc, si cet outil est neuf, ça peut également avoir une incidence sur le chiffre d'affaires. Donc, il faut apprécier l'état de cet outil. On verra justement, ça a été le cas pour Uniwax je crois, en 2016, qui avait un outil industriel qui était un peu vieillissant et qui a dû faire une augmentation de capital pour pouvoir renouveler cet outil industriel-là. Donc, selon l'état de l'outil industriel, on peut tout de suite voir est-ce que cet état explique le chiffre d'affaires qu'on voit, un chiffre d'affaires qui en baisse parce que
l'outil industriel est vieux, on peut tout de suite comprendre. Et la deuxième chose, lorsqu'on arrive à appréhender l'état de l'outil industriel, c'est justement la politique d'investissement de l'entreprise. L'entreprise a un outil industriel qui est vétuste, qui est vieux. Donc, il faut naturellement renouveler. Est-ce que lorsqu'on analyse la politique d'investissement de l'entreprise, on est en face d'une entreprise qui investit dans l'optique de renouveler son outil, ce qui est tout à fait logique. A contrario, si on voit des outils vieux et que l'entreprise réduit ses investissements, on va se poser des questions. Soit elle est probablement en train d'externaliser sa production. Peut-être qu'elle va avoir recours à d'autres structures ou d'autres entreprises pour pouvoir fabriquer ces différents produits. Donc, voici en quelque sorte l'analyse de l'outil industriel. Pour ce qui est du besoin en fonds de roulement, ça va traduire une immobilisation de cash. Et selon le type d'entreprise, on verra que ce sera soit un excédent de trésorerie ou bien du cash qui est immobilisé. On a des entreprises, par exemple, qui ont un besoin en fonds de roulement négatif. On le voit couramment chez des entreprises qui se font payer avant d'avoir accès à leur service. Ça peut être, par exemple, une entreprise qui vend des abonnements. Là, il faut payer l'abonnement pour avoir accès au service. Donc, pour ce genre d'entreprise, on aura tendance à avoir des besoins en fonds de roulement négatifs, un peu comme également les surfaces de distribution. À contrario, pour les autres entreprises classiques, les clients vont mettre un certain temps à payer. Il faut payer les fournisseurs. Donc, ce sera un besoin en fonds de roulement très souvent positif. Deuxième front, boutique au quotidien. Besoin permanent d'argent, et si on le met pour tous ces investissements, on se retrouve très vite à sec. Et ça nous amène naturellement à la question suivante. Section 5, le financement. Comment on paie pour tous ces investissements? Ici, on a deux grands moteurs qui s'opposent. D'un côté, on a l'autofinancement généré par les flux opérationnels. Ça, c'est le scénario idéal, ultra sain. Ça prouve que l'activité elle-même produit assez de cash pour payer sa propre croissance. De l'autre côté, on a l'endettement. Alors oui, c'est un accélérateur très puissant, pour sûr, mais ça rend la boîte dépendante. Si le vent tourne ou que la rentabilité baisse, le poids de la dette peut vite devenir mortel. Et attention au signal d'alarme absolu, une entreprise qui s'endette juste pour verser des dividendes. Ça fragilise complètement les fondations. On arrive à la sortie de notre moteur financier. Cette partie de l'analyse des financements, c'est important. Il y a deux éléments qui vont ressortir. Donc, l'activité de l'entreprise, comment l'entreprise va financer son activité. Et c'est le tableau de flux de trésorerie qui, d'un premier temps, va nous renseigner. L'idéal pour une entreprise, c'est que son activité opérationnelle puisse dégager de la trésorerie pour couvrir toutes ses charges. Ça, c'est vraiment l'idéal. Maintenant, si cela ne peut pas, l'entreprise a recours à la dette pour pouvoir faire face à ces différentes charges. Et lorsqu'on prend le tableau de flux de trésorerie, ça peut nous donner une information importante. Une entreprise peut réaliser une perte au cours d'une année. Par contre, elle peut décider de payer des dividendes. Donc, lorsqu'on va fouiller dans le tableau de trésorerie, on verra que elle a eu recours simplement à la dette. Elle a dû s'endetter pour pouvoir le faire. Et ça, je crois que c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est que l'activité, l'essence de l'entreprise dégage du cash. Le cash arrive à faire face à toutes les dépenses d'investissement et également pouvoir éventuellement verser des dividendes aux actionnaires. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et avec la section 6, l'analyse de la rentabilité. C'est l'heure de mesurer la performance finale. Et là, l'indicateur roi pour mesurer la création de valeur, c'est le ROE, la rentabilité des capitaux propres. Le calcul est simple, résultat net divisé par capitaux propres. En clair, ça montre exactement ce que l'argent investi par les actionnaires rapporte à la fin de l'année. C'est vraiment la métrique incontournable pour voir si l'investisseur en a pour son argent. Maintenant, ce qui est super intéressant sur cette slide, c'est de regarder la rentabilité économique. Parce qu'il faut le dire, le ROE peut parfois être gonflé artificiellement en utilisant plein de dettes. La rentabilité économique, elle, s'en fiche complètement de comment l'entreprise se finance. Elle rapporte le résultat d'exploitation directement à l'actif global. Du coup, on obtient la performance pure, l'efficacité brute des machines et des équipes, sans se demander si ça a été payé avec l'argent de la banque ou celui des actionnaires. Quand on assemble toutes ces pièces du puzzle, des ventes jusqu'au rendement des capitaux, on va bien au-delà de la simple lecture comptable. L'analyse financière nous donne une vision globale et d'une clarté incroyable. C'est une vraie radiographie qui expose la stratégie réelle de l'entreprise, la force de son modèle économique face aux concurrents et sa vraie capacité à tenir la distance. Et pour terminer ce décryptage, il faut garder en tête cette pensée, cette question un peu provocante de nos sources. Au bout du compte, avec tous ces mécanismes, l'entreprise crée-t-elle réellement de la richesse? C'est le but ultime de toute cette analyse. Comprendre cette mécanique, c'est comprendre la véritable valeur d'un acteur économique. Merci d'avoir suivi cette présentation et on se retrouve très... D'accord. Donc, la dernière étape, c'est l'analyse de la rentabilité.
D'accord? Donc, l'analyse de la rentabilité, il y a un certain nombre de ratios qu'on va calculer. Et la rentabilité, le concept est le suivant, c'est un certain nombre d'éléments a été investi pour obtenir en retour un résultat. Donc, on va faire un rapport entre le résultat obtenu et ce qui a été mis, ce qui a été investi pour obtenir ce résultat. Ça nous permet de calculer la rentabilité, le rendement. Et dans le cas de l'entreprise, on va calculer la rentabilité des capitaux propres, puisque les capitaux propres, c'est ce que l'actionnaire, lui, apporte. Donc, ce sera le résultat final, le résultat qu'on obtient, qu'on divise par les capitaux propres qui permet euh, d'avoir la rentabilité des capitaux propres. Il y a une autre rentabilité qui est importante, qui est la rentabilité économique. Là, on fera le résultat d'exploitation sur l'actif économique. Et lui, sa pertinence vient du fait que si l'entreprise a recours à un endettement massif, cela peut doper la rentabilité des capitaux propres. Donc, on peut avoir une rentabilité des capitaux propres de 30, de 40, alors qu'on a une rentabilité économique de l'ordre de 10%. Donc, c'est dit que l'entreprise a eu recours à un endettement massif. On parle là d'effet de levier, ainsi de suite. Donc, pour les entreprises classiques, les corporates, voici présenter succinctement l'analyse financière, les différentes, les grandes lignes pour faire une analyse financière de ces différentes entreprises-là. Donc, le coût sera... Plonge tout de suite dans la mécanique. Aujourd'hui, on s'attaque à un monde qui peut sembler super opaque, l'analyse financière des banques. Et ce qui est fou, c'est de voir comment ces institutions arrivent littéralement à fabriquer leur marge à partir de l'argent lui-même. L'idée ici, ce n'est pas du tout d'aligner des chiffres sans fin, mais plutôt de démonter le moteur pour comprendre comment elles génèrent concrètement cette richesse. Pour vraiment capter le truc, le plus simple, c'est de comparer une banque avec une entreprise classique. Une boîte normale, ça vend des produits physiques ou bien des services pour faire du chiffre. Mais une banque commerciale, c'est complètement différent. Son stock, sa matière première, c'est l'argent. Elle l'achète à un certain prix pour le revendre plus cher. C'est un modèle économique totalement inversé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Au programme de ce décryptage, 6 étapes clés. D'abord, le métier de transformation. Ensuite, les documents clés, bilan et compte de résultats. Puis on passera à l'analyse du PNB, l'analyse des opérations, les risques incontournables de crédit et liquidité, et on finira par la rentabilité et la solidité financière. Première étape, le moteur central. Comprendre le métier de la transformation. Alors, ce mécanisme au cœur de la banque commerciale, c'est ce qu'on appelle la transformation. Et c'est presque magique quand on y pense. La banque utilise les dépôts à court terme de ses clients comme matière première. C'est de l'argent hyper volatile, puisque l'épargnant peut tout retirer du jour au lendemain. Et pourtant, la banque s'en sert pour fabriquer des prêts à très long terme, genre des crédits immobiliers sur 20 ans. Ce décalage temporel, c'est vraiment l'essence même du métier. Bien sûr, il faut d'abord identifier de quel type d'établissement on parle, c'est crucial pour l'analyse. Une banque commerciale va se concentrer à fond sur cette fameuse transformation pour les particuliers. Par contre, une banque d'investissement va plutôt jouer sur les marchés financiers. Et à côté de ça, on a les banques d'affaires qui font surtout du conseil stratégique ou encore les banques spécialisées. Forcément, la méthode d'analyse va radicalement changer selon le modèle étudié. Ce qui nous amène à la deuxième étape, l'architecture financière. On va décoder ce bilan et ce compte de résultats si spécifique. Regardez comment le bilan cartographie tout ça, la logique est super claire. L'argent qui est collecté comme les dépôts, c'est une dette que la banque a envers ses clients. Donc ça se place logiquement au passif, dans les ressources. A l'inverse, quand la banque accorde un prêt, ça devient une créance pour elle. Donc ces prêts filent directement à l'actif, du côté des emplois. Et quand on analyse ce bilan, on traque des indicateurs bien précis. On regarde le volume total pour voir le poids d'établissement, on check le taux de capitalisation, c'est-à-dire les fonds propres par rapport au total, pour voir si ça couvre bien les risques, et on jette aussi un œil à l'exposition internationale. Au final, le but, c'est de comprendre le profil d'activité. Est-ce que la banque utilise des ressources solides pour financer des emplois de même nature? Troisième point au menu, la génération. D'accord, donc sur ces deux premiers éléments abordés, je vais faire un petit commentaire. Pour les banques, c'est tout à fait différent. Là, les banques font du commerce d'argent. D'accord? Donc, lorsqu'on prend les banques, il y a différents types. Pour ce qui est du marché financier sur la BRVM, la plupart, c'est des banques de détail. Donc, c'est dit qu'elles prennent du crédit. Elles vont collecter l'épargne auprès des particuliers. Elles achètent cet argent-là et ensuite elles vont revendre cet argent pour d'autres choses, soit pour financer des crédits immobiliers, ainsi de suite. Donc, acheter de l'argent pour une banque, c'est-à-dire, lorsqu'on va déposer de l'argent à la banque dit ton compte que tu viens d'ouvrir est rémunéré à 3, 5, 4, 5%. Donc, c'est ça pour la banque acheter de l'argent. Et la banque, à son tour, va faire quoi? Un prêt, ça peut être un prêt immobilier, un prêt aux entreprises, ainsi de suite, à différents taux. Donc, la banque se met à vendre de l'argent. C'est ça l'essence de, de l'activité de la banque, qui est différent de ce que fait une entreprise classique.
Donc, pour le marché financier, la plupart des banques, c'est vraiment des banques de détail qui font essentiellement ce que je viens de dire. Mais en plus de cela, la banque peut faire d'autres types d'activités. Ça peut être des banques d'affaires, c'est-à-dire du conseil qu'elle fait, ou des banques d'investissement qui peut-être vont jouer sur le marché financier. Et lorsqu'on prend le bilan de la banque, c'est vraiment très important. C'est un élément qui va nous orienter. Il y a différentes classes qu'on va retrouver au niveau du bilan. Normalement, une classe en rapport avec la clientèle, le marché interbancaire et le marché financier, son portefeuille titre. D'accord? Donc, l'idéal, c'est que les emplois de même nature, les ressources de même nature puissent financer des emplois de même nature. C'est-à-dire, lorsque la banque prend du crédit auprès de la clientèle, il faut que ce crédit serve à couvrir tous ces prêts que l'entreprise, la banque, pardon, octroie à ses clients. Donc, si il y a un déséquilibre quelque part, c'est dit que la banque sera obligée d'aller puiser ailleurs. S'il y a moins de ressources au niveau des dépôts de la clientèle, c'est-à-dire, je prends un exemple, il y a au total 1 million de dépôts de clientèle, alors que l'entreprise, la banque vient d'accorder 2 millions de prêts à sa clientèle, c'est dire que l'écart de 1 million, la banque a dû rechercher ça ailleurs, soit sur le marché interbancaire en empruntant, soit sur ses opérations sur titre qu'elle réalise. Donc, voici un peu le classique des banques commerciales. Bien précis. En position internationale, ou plus précisément l'analyse, la génération de revenus, ou plus précisément l'analyse du PNB, le produit net bancaire. Ce qui est fascinant quand on découpe ce PNB, c'est le contraste entre les banques. Pour une banque commerciale classique, la part du lion, ce sera toujours la marge sur intérêt. C'est basiquement la différence entre ce qu'elle encaisse sur les prêts et ce qu'elle verse sur l'épargne. Mais prenez une banque d'investissement. Là, cette part fond comme neige au soleil. Elle va faire son beurre principalement sur la marge sur commission et sur le résultat de ses opérations de trading. Allez, on enchaîne avec la partie 4, le flux des opérations et comment le capital circule. Dans les faits, la banque jongle constamment pour équilibrer trois grands types d'opérations. D'abord, les opérations avec la clientèle, qui vont générer soit un excédent, soit un déficit. Ensuite, pour ajuster sa trésorerie, elle passe aux opérations interbancaires. Et enfin, le reste part dans les opérations sur titre, directement sur les marchés capitaux. Et là, c'est le moment de vérité pour notre analyse. Une banque saine va dégager un excédent avec les dépôts de ses clients et s'en servir de façon proactive pour prêter sur le marché interbancaire ou acheter des titres bien rentables. Mais attention, si elle est en déficit sur la partie clientèle, elle va devoir faire l'inverse, aller chercher des ressources super chères sur le marché interbancaire. Et ça la rend tout de suite beaucoup plus vulnérable. Ce qui fait une... Pour cette partie, je l'avais abordé un peu précédemment, on va aller un peu plus en profondeur. Donc, l'idéal pour la banque de détail, c'est qu'elle réalise l'essentiel de son entre chiffre d'affaires qui est appelé produit net bancaire grâce aux commissions sur... je vais reculer un peu. Voilà, grâce au marge sur intérêt, c'est-à-dire elle prend de l'argent de particulier qu'elle va payer un certain taux et ensuite elle va prêter à un autre taux qui est beaucoup plus élevé. Et la différence, c'est ce qu'elle gagne en réalité. Donc, l'idéal pour la banque, c'est qu'il y ait plus de personnes qui viennent déposer de l'argent à la banque qu'elles vont ensuite utiliser pour faire des prêts. Et l'excédent qu'il y aura, elle peut également aller faire des prêts sur le marché interbancaire. Mais il arrive des fois où il y a moins de dépôts au niveau de la clientèle, alors que l'entreprise a accordé beaucoup plus de crédits. J'ai pris l'exemple il y a 1000 comme 1 million comme dépôt, alors que l'entreprise a accordé 2 millions comme crédit, créance à sa clientèle. Donc, c'est dit que dans ce cas, l'entreprise va devoir aller chercher sur le marché interbancaire l'argent pour combler cet écart. Et là, ça expose l'entreprise un peu parce que le marché interbancaire, c'est les banques qui se prêtent entre elles. Donc, lorsqu'elles se font confiance, elles vont se prêter. Mais s'il y a tout de suite une crise sur le marché interbancaire et que les banques, l'une se méfie de l'autre, c'est dit qu'il n'y aura pas de prêts, les prêts vont diminuer. Et dans ce cas, pour une telle entreprise, ça risque d'être un peu difficile pour elle. Reste part dans les opérations sur... Attention, si elle est en déficit sur la partie clientèle, étape, l'analyse des risques de crédit et de liquidité. Parce que oui, avec ce modèle de transformation, deux épées de Damoclès planent sur la banque. D'un côté, le risque de crédit. Bon, ça c'est le grand classique, les emprunteurs qui ne remboursent tout simplement pas à l'échéance. De l'autre côté, et c'est le plus terrifiant, le risque de liquidité. C'est le cauchemar du fameux bank run. Imaginez une panique, tout le monde veut retirer ses dépôts en même temps et que la banque n'a pas les fonds immédiats pour faire face. Et c'est exactement pour survivre à ce genre de crise que les régulateurs ont tapé du poing sur la table. Ils imposent le RLCT, le ratio de liquidité à court terme. Ce ratio doit obligatoirement être à 100% minimum. En
clair, ça garantit que la banque a un coussin de sécurité en cash pour encaisser 30 jours de retrait massif sans s'effondrer. Dernière ligne droite, la partie 6, l'analyse de la rentabilité et la conclusion sur la solidité financière. Pour trouver ce qu'il reste vraiment à la fin, on prend le compte de résultat et on le descend en cascade. On part de notre fameux PNB, on y retire les frais généraux, tout ce qui est charges d'exploitation et salaire, ce qui nous donne le résultat brut. Et là, étape ultra sensible en banque, on déduit le coût du risque, c'est-à-dire l'argent mis de côté pour anticiper les crédits qui risquent de faire défaut. C'est seulement après tout ça qu'on obtient le résultat net. C'est à ce moment-là que nos grands ratios de rentabilité entrent en scène. On regarde le coefficient d'exploitation pour voir si la banque gère bien ses frais fixes par rapport à ses revenus. On a aussi le ROA pour la rentabilité globale des actifs. Et bien sûr, le chiffre que tout le monde attend, le ROA. Lui, il nous montre concrètement quelle richesse a été créée par rapport aux capitaux propres qui ont été investis. Au final, on en revient toujours à une question vertigineuse. Est-ce que cette institution arrive à maintenir cet équilibre sur la corde raide? D'un côté, viser une rentabilité maximale et de l'autre, avoir une gestion des risques absolue pour que le moteur de la transformation continue de tourner. Parce qu'un seul grain de sable et c'est tout le château de cartes qui peut s'effondrer. Du coup, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un prêt accordé par une banque, posez-vous la question. Est-ce que c'est juste de l'argent qui est prêté ou est-ce qu'elle n'est pas tout simplement en train de fabriquer du dent? Bien sûr, le Donc voici, on est à la fin. Pour la rentabilité au niveau des banques, il y a un élément qui est très important. On voit qu'on quitte du produit net bancaire qui est l'équivalent du chiffre d'affaires pour une entreprise classique et on va déduire des frais généraux, le coût du risque jusqu'à aboutir au résultat final, qu'il soit positif ou négatif. Et un élément important, il y a ce qu'on appelle le coût du risque. On va parler d'abord des frais généraux. C'est tout ce que l'entreprise va dépenser comme charge. Et il y a un ratio qu'on va calculer à quel coefficient d'exploitation qui est très important. On va faire le rapport entre les frais généraux, des frais généraux, pardon, sur le produit net bancaire. Donc ici, ça nous renseigne sur la proportion de ce que du produit net bancaire qui est consacré au paiement pour faire face à ces différentes charges. Donc, plus c'est bas, mieux c'est. Également, le coût du risque qui est très important parce que vous verrez, lorsque vous allez prendre le compte des résultats de certaines banques, vous verrez que à cause du coût du risque, l'entreprise a fait un chiffre négatif parce que justement, le coût du risque, on met de l'argent à côté parce qu'on peut faire face à des clients douteux. Des clients, on se dit, qui ne pourront pas faire face à échéance à leurs engagements, à payer leur crédit. Donc, il faut dégager de l'argent à côté. Et ça peut entraîner un résultat négatif pour la banque. Et à la fin, il y a le ROE, également la rentabilité des capitaux propres qu'on va calculer également en faisant le résultat net sur les capitaux propres. Un ticket d'entreprise, en fait, c'est ce qu'on appelle communément les symboles boursiers. Donc, ces symboles boursiers, avec le temps, pour ceux qui ont commencé à boursicoter avec le temps, c'est des choses auxquelles vous allez finir par vous habituer. Donc, c'est utilisé pour reconnaître facilement l'entreprise. Et il y a au total 47 entreprises cotées et ces 47 entreprises, chacune a son symbole boursier. Donc, je vous l'ai transmis par mail ce matin. Bon, ceux qui ne l'ont pas reçu, on peut toujours transmettre encore. Donc, pour Nestlé, c'est NTLC, ainsi de suite. Au début, on n'a pas vraiment besoin de les maîtriser. On n'a pas besoin vraiment de connaître par cœur. Avec le temps, avec l'habitude, c'est des choses qui vont naturellement rester seules. Et puis encore, si c'est des entreprises sur lesquelles on a pris des participations, on a des actions, je crois que naturellement, on va finir par les mémoriser. Donc, c'est vraiment la base, c'est avec ces symboles boursiers que nous allons effectuer nos différentes recherches sur le terminal. On va prendre ici, je prends Palmcier, le symbole boursier, c'est PALC. Je vais me connecter sur le... Oh là là, j'arrête le partage, il faut que voilà. Le terminal se trouve où? Ici, voilà. Donc voilà. Donc je partage mon écran. Donc lorsqu'on a atterri sur le terminal et qu'on est dans la partie finance, qui est la base de données, donc pour pouvoir naviguer, il faut obligatoirement renseigner le symbole boursier. Donc en haut, à gauche ici, c'est mis, il y a une petite case où c'est écrit EX, SIBC. D'accord? Exemple cible. Donc SIBC, c'est le symbole boursier de la Société ivoirienne de Banque de Côte d'Ivoire. Donc on va faire une recherche sur PALMC. On va donc renseigner le symbole boursier de PALMC. Donc, c'est PALC. Donc, une fois que c'est renseigné, on peut ensuite utiliser les différents onglets. Donc, lorsqu'on va cliquer ici, on va avoir accès à une deuxième liste d'onglets qui va apparaître en dessous ici. Donc, pour la première partie, pour ceux qui ont déjà qui ont déjà suivi le cours sur l'initiation au marché financier, tout de suite dans l'onglet description,
on peut se rendre ici au niveau de présentation. Ça nous donne tout de suite un premier renseignement sur les entreprises. Donc, comment me débarrasser? Ah, voilà, j'ai pu. Voilà. Ça nous donne un premier renseignement. Ici, on peut lire. Je vais prendre le pointeur. Voilà. Non, c'est pas ça. Oui, le voici ici. D'accord. Voilà, ici, on peut tout de suite voir une présentation de l'entreprise qui est mise à jour régulièrement. On peut avoir les informations sur l'actionnariat et ici quelques ratios qui sont calculés. Et on peut avoir également ici une courbe qui donne une allure générale déjà de l'évolution du prix de l'action. Ici, on peut avoir accès à l'actualité, ainsi de suite. Voilà. Et puis, avoir accès également à plein d'autres éléments. Pour des débutants, les onglets que je conseille également, il y a l'onglet ici marché où on peut avoir le bulletin officiel de la cote ici. Ici, pour lire le bulletin, c'est vraiment important. Je conseille beaucoup le bulletin officiel de la cote puisque c'est dedans qu'est publié les différentes informations officielles. Donc, c'est à ça qu'il faut se fier. Et puis après, faire ses autres recherches. Voilà. Et puis ensuite, il y a à côté ici le top, il faut vraiment les renseigner ici. On va prendre une autre. Quelque chose que je voulais vous montrer. Lorsqu'on vient pardon, dans l'onglet analyse financière, il y a l'analyse des marges ici qui est faite pour nous. Ce que je viens de présenter tout de suite, l'analyse des investissements, l'analyse du financement, l'analyse de la rentabilité. Tout ça, c'est déjà fait, les différents ratios sont calculés. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comprendre ce que chaque thème signifie et puis savoir plus ou moins comment les calculs sont faits. Voilà. Sinon, après, tout est calculé pour vous, vous pouvez les utiliser. Donc, on voit un peu comment se présente ici l'analyse financière. Pas même si c'est une entreprise classique. Par contre, on va prendre une banque. On va prendre par exemple la CIB, SIBC. On verra que l'onglet analyse financière, c'est beaucoup différent. Vous voyez, c'est beaucoup différent. On avait parlé des banques. On avait dit qu'il fallait un équilibre entre les actifs, entre les ressources d'une même nature. Donc, je vais prendre ici, je vais reprendre le curseur. Voilà. Ici, par exemple, on a essayé de représenter ici l'actif en haut et le passif en bas. Et ce qu'on remarque, lorsqu'on se réfère à la légende, ici, ça, les opérations de trésorerie, clientèle, titres, mobilisation. Donc, en bleu, les mêmes couleurs, je vais dire, c'est des éléments de même nature. Donc, lorsqu'on prend les opérations avec la clientèle qui est en bleu, ici, la hauteur de la barre nous renseigne un peu sur l'ampleur, sur le montant, en fait. Donc, ce qui est l'idéal, c'est que le passif puisse couvrir la totalité de l'actif et l'excédent généré puisse être placé sur le marché interbancaire, c'est-à-dire soit celui qui est en rose ou celui qui est en rouge. Donc, on voit bien que l'analyse de la banque, c'est beaucoup différent de l'analyse des entreprises classiques. Ici, bon, c'est notre élément pour voir si l'entreprise, pour chaque type, pour chaque ligne, est prêteuse nette ou est emprunteuse nette. Également là, ça nous renseigne sur la rentabilité. Donc, le coefficient d'exploitation qui nous est fourni, la rentabilité des capitaux propres également et la rentabilité économique également qui est calculée. Donc, voici un peu ce qu'on peut trouver sur les terminales. Maintenant, pour l'autre question entre la comparaison entre différents secteurs, bon, ce qui est plus simple, c'est d'utiliser l'agent IA ici et puis ensuite poser la question. Lui demander de faire un comparatif de comparer les marges ou bien ce qu'on veut de telle entreprise et de telle entreprise. Et l'agent IA nous produit un rapport qu'on peut ensuite utiliser pour faire, voilà, pour continuer notre analyse. Donc, voici un peu présenté rapidement. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie avant qu'on ne termine.